Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On parle de plus en plus de l'impact que pourrait avoir le numérique sur l'environnement. Je souhaitais donc faire un petit récapitulatif des chiffres qui sont à notre disposition pour comprendre ce phénomène. Toutefois, malgré tous les chiffres que nous avons à disposition, ce n'est sans doute que parcellaire et ça ne reflète qu'une partie de la réalité. Ça ne suffit pas à connaître le véritable impact du numérique sur l'environnement. Pour autant, c'est indéniable, le numérique pollue bel et bien. On va étudier les grands principes de cette pollution, mais cette vidéo va porter spécifiquement sur la question du streaming qui prend une part de plus en plus significative dans la consommation de la data. En effet, le streaming vidéo représente quant à lui 80% du trafic de données en ligne. Oui, je sais, c'est assez paradoxal car j'utilise une vidéo qui pollue pour vous expliquer cela. Tous les chiffres qui sont cités dans cette vidéo sont sourcés et vérifiables, bien entendu, dans la description comme d'habitude. À l'échelle mondiale, l'empreinte environnementale du numérique équivaut à la consommation d'un continent qui ferait 2 à 3 fois la taille de la France. C'est l'équivalent d'un parc automobile de 180 millions de véhicules. La tendance n'est pas à l'amélioration parce que nous consommons toujours plus de technologies et les pays en développement commencent à avoir les mêmes usages que les pays occidentaux, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Sachant que sur les chiffres de 2016 que nous avons, seuls 49% des terriens ont un accès à Internet. Ces chiffres peuvent paraître abstraits. En termes de CO2, le numérique, dans sa globalité, émet environ 4% des gaz à effet de serre dans le monde. Cela peut paraître peu finalement, mais le numérique accroît sa consommation d'énergie de 9% par an, selon les estimations de The Shift Project, un think tank spécialisé dans la transition carbone. Cette part pourrait donc atteindre 8% en 2025. À titre d'exemple, le transport aérien, c'est environ 3 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Comparativement, si on a une approche individuelle des émissions de CO2, un trajet transatlantique est plus polluant que du streaming. Mais collectivement, on consomme plus facilement du streaming qu'on ne prend l'avion. Comme je vous le disais, le streaming vidéo représente quant à lui 80% du trafic de données en ligne. Quelques chiffres. Selon YouTube, à l'échelle internationale, c'est tous les mois plus de 2 milliards d'utilisateurs. Chaque jour, c'est 1 milliard d'heures de vidéos consommées. C'est 70% des contenus visionnés qui le sont depuis un terminal mobile. Et c'est 500 heures de contenu uploadé sur la plateforme toutes les minutes. Et c'est tout simplement vertigineux. Netflix, par exemple, autre service de streaming, est à environ 7 millions d'abonnés en France. On va essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, on va évoquer la question des infrastructures. Alors c'est magique parce que souvent on nous dit « regardez, c'est dématérialisé, c'est download ». Sauf qu'en fait, ce sont des appellations marketing. On a des vrais problèmes environnementaux qui sont en fait liés aux infrastructures. On va parler de la consommation d'énergie tout à l'heure, mais ce schéma est intéressant car il va permettre de prendre conscience de tout l'écosystème qui va rendre possible le streaming. On va avoir besoin de fabriquer des infrastructures physiques, aussi bien pour permettre le stockage, la transmission des données, ce qu'on appelle en fait le réseau, et aussi la visualisation de ces dernières sur notre télé ou mobile. Comment fabrique-t-on ces appareils ? Pour fabriquer des serveurs, c'est-à-dire les terminaux dans lesquels on va stocker les données, on va avoir besoin d'énergie et aussi de minerais. Vous avez peut-être entendu parler des terres rares, ces minerais qui vont permettre la fabrication des composants les plus sophistiqués des serveurs, qui ne sont autres que des grands ordinateurs en fait. On retrouve ces mêmes éléments dans nos écrans ou encore nos téléphones. Les terres rares ne sont en réalité pas si rares que cela, mais c'est leur extraction et leur raffinement qui sont très complexes. Cela engendre des pollutions qui ne se quantifient pas qu'en termes de CO2. C'est une pollution d'une autre nature. Sans parler des conditions de travail qui sont catastrophiques dans ces carrières, on peut s'apercevoir que la vie animale et végétale n'a pas sa place dans un tel environnement. Elle a tout simplement disparu. Pour reprendre un article du journal du CNRS à ce sujet,
Michel Latroche, directeur de recherche au CNRS, nous dit « Les méthodes de séparation utilisées aujourd'hui font appel à des procédés complexes, extraction liquide-liquide, résine échangeuse d'ions, etc., et notoirement polluants, rejet d'acide, de base, de solvants, de métaux lourds ou de déchets radioactifs. » Évoquons désormais la question de la consommation des infrastructures. Une fois que ces infrastructures existent, vous allez devoir les alimenter. Sans énergie, ils ne s'allument pas. Cela va donc nécessiter une production énergétique. Cette production énergétique est de nature différente en fonction de l'endroit où sont hébergées les données. L'impact sur l'environnement pour ce volet va alors dépendre du mix énergétique qui va alimenter les serveurs, le réseau et le matériel des consommateurs. Un serveur de streaming hébergé en Chine ou aux États-Unis va émettre plus de gaz à effet de serre qu'en France, car ces États sont encore plus dépendants au pétrole, au charbon ou au gaz que nous, tandis qu'en France, nous recourons énormément au nucléaire. Cela pose bien entendu d'autres questions, les déchets, le risque que le nucléaire peut engendrer. Mais sur ce point, cela génère moins de CO2. Il existe plusieurs types de serveurs. Pour les plus énergivores, parce qu'ils chauffent beaucoup, on va avoir besoin d'eau pour les refroidir. Quand on stream un jeu vidéo par exemple, les cartes graphiques génèrent beaucoup de chaleur pour calculer les polygones par exemple. Donc ça va nécessiter un fort refroidissement par le recours à la climatisation parfois. Certains géants du numérique évoquent le fait qu'ils sont en neutralité carbone. Stadia, par exemple, le service de streaming de jeux vidéo de Google, lors de son lancement, a communiqué à ce sujet. Google serait en neutralité carbone depuis 2007. Au final, c'est de la communication. Il y a certes des mesures de compensation, de contribution carbone qui sont effectuées par les acteurs, mais elles n'enlèvent en rien la pollution. Planter quelques arbres pour compenser les émissions de CO2, c'est très léger. Efforer du pétrole et obtenir une combustion de celui-ci pour alimenter un serveur, un arbre ne pourra pas le racheter. Et la pollution ne se limite pas à la question du CO2. La moyenne aujourd'hui, c'est qu'une donnée parcourt environ 15 000 km entre le serveur et l'utilisateur final. Étudions maintenant la partie logicielle. On parle beaucoup moins de cet aspect. Cela fait référence à la partie logicielle des infrastructures informatiques. Pour les plateformes de stockage de ces données, films, photos, musique ou encore jeux vidéo, c'est très énergivore. Mais on peut optimiser la dépense énergétique en recourant à des algorithmes de compression de l'image, moins énergivores par exemple. Google et Netflix mènent des expérimentations pour offrir une qualité d'image similaire tout en réduisant la bande passante. Ce qui consomme énormément, c'est le décodage et le visionnage du contenu par l'utilisateur, bien plus que l'hébergement du contenu sur le serveur. Il y a donc énormément d'efforts d'optimisation à réaliser sur cette partie. Sans doute, les plateformes ne font pas cela pour la planète, mais surtout parce que la facture énergétique est considérable pour eux. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans une logique commerciale qui n'incite pas à faire des économies d'énergie. Sans doute que vous ne voulez pas attendre aussi qu'une vidéo ou une musique se lance au bout d'1 minute le temps que le serveur sorte de sa veille, ce que je peux tout à fait comprendre. Les géants du numérique qui proposent ces services ont donc du point de vue logiciel des infrastructures très réactives. Dans cette économie, un bon code est un code qui n'est pas écolo. Les requêtes doivent être traitées à la vitesse de l'éclair pour ne pas décevoir le consommateur. Quand on a dit tout cela, quelles sont toutes les perspectives qui s'offrent à nous ? Tout d'abord, on parle énormément de sobriété numérique. La sobriété numérique vise à rationaliser notre consommation dans le domaine du numérique. Cela passe par une démarche individuelle et également par une démarche plus collective. Individuellement, pour faire des bons choix, faut-il encore être informé des mauvais usages, ce qui n'est pas chose aisée. Dans la version du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui devrait être adoptée par le Parlement en ces termes très prochainement, une disposition obligera les fournisseurs d'accès à Internet, dès le 1er janvier 2022, d'indiquer aux consommateurs l'équivalent des gaz à effet de serre correspondant à leurs usages sur Internet.
Quelques chiffres supplémentaires. En France, YouTube, c'est 46 millions de personnes tous les mois. 76 millions de morceaux sont écoutés tous les jours en France. Donc là, on parle d'ordre de grandeur qui déjà pour la France sont en fait vertigineux. Et voilà un exemple de mauvais usage, quand on parle tout simplement du fait d'aller écouter de la musique sur YouTube. On l'a tous fait, je ne vais donc pas être moralisateur. Mais quand on voit les incidences du streaming vidéo, plutôt que d'écouter de la musique sur YouTube, sachant qu'en plus on ne regarde pas la vidéo car c'est la musique qui nous intéresse, il vaut mieux télécharger, légalement j'entends, la musique une fois et l'écouter ensuite. C'est une manière de réduire son empreinte. Même chose pour les créateurs de contenu. Est-ce bien utile de proposer de la 4K ou de la 8K sur YouTube ? De la même manière, est-ce utile de se servir de YouTube pour stocker et regarder ses vidéos de vacances ? C'est la même chose sur Instagram. Parfois on a tendance à poster un petit peu n'importe quoi alors que ça a une véritable empreinte carbone. Donc il est important d'avoir une utilisation raisonnée du numérique. La démarche individuelle, elle repose toutefois sur le bon vouloir des acteurs. On va alors s'intéresser à la démarche plus collective de la sobriété numérique. Quelques exemples. C'est une démarche qui en fait passe par une volonté politique qui va s'imposer aux acteurs. S'attaquer au modèle de l'économie de l'attention, parce que c'est un modèle économique aussi qui va engendrer les mauvais usages du numérique. Le but pour les géants de l'Internet, c'est que vous consommiez toujours plus de vidéos pour générer le plus de recettes publicitaires possible. Donc, on peut dire que les acteurs n'ont pas toujours intérêt à ce que ce modèle prenne fin. Donc, on peut essayer de lutter contre. On peut aussi avoir une autre approche, s'immiscer dans les choix opérés par les plateformes en matière environnementale. Dans le cadre des discussions sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la députée Paola Forteza a déposé un amendement dans lequel elle proposait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du streaming. Pour cela, les plateformes devaient proposer des contenus par défaut, dans une qualité combinant un confort suffisant pour l'utilisateur et la consommation de données la plus faible possible. De la même manière, il était question d'interdire le lancement automatique d'une seconde vidéo après visualisation de la première. En effet, si vous vous absentez et que vous avez oublié d'éteindre YouTube, les vidéos s'enchaînent indéfiniment. Ces initiatives étaient intéressantes, mais elles n'ont pas été retenues par le Parlement. Par exemple, il n'y a pas que des bonnes initiatives chez Netflix, qui certes travaillent sur la réduction de la bande passante, mais qui va proposer aux utilisateurs de télécharger automatiquement des séries recommandées. Ce n'est pas toujours pertinent, et cela consomme de l'énergie pour rien, car vous n'allez peut-être pas regarder ce contenu. C'est donc inutile comme empreinte carbone. On parle aussi beaucoup du déploiement de la 5G. En théorie, par émo transféré, c'est moins énergivore que la 4G. Mais comme on peut transférer des données plus rapidement, eh bien on est naturellement tenté par faire circuler encore plus de données, ce qui consommera davantage. C'est aussi un appel d'air pour l'industrie qui va développer des smartphones avec des écrans à la définition plus fine pour profiter des gains générés par cette technologie. Avec la 5G, par exemple, on peut diffuser la vidéo en 8K. Mais sur mobile, est-ce bien utile ? Cela renvoie aussi à la question de l'obsolescence des infrastructures qui ont été déployées il n'y a pas si longtemps. Je parle en l'occurrence de la 4G. L'approche par contenu. Réguler en fonction de l'approche par contenu, c'est selon moi assez dangereux. Cela sous-entend que certains contenus ne mériteraient pas le droit à polluer. Je pense à cela car j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il fallait interdire certains jeux car ils ne mériteraient pas de polluer. Il ne faut pas oublier que l'environnement doit également se concilier avec la liberté d'expression et la liberté de création par exemple. Pour finir, le streaming n'est-il que quelque chose de négatif du point de vue environnemental ? La réponse est non. Le numérique a aussi un bilan positif sur certains aspects et dans d'autres, on n'arrive pas à le quantifier. Je pense au télétravail. Pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'une situation un peu extrême mais qui existait. Fred Finn, alias Mr. Miles, que vous voyez là, il a pris jusqu'à 3 fois le Concorde dans une journée pour faire Londres-New York dans les années 70. Évidemment, s'il y avait eu Internet et qu'il avait travaillé à distance,
il aurait fait économiser énormément d'émissions de CO2. Pareil pour les jeux vidéo, c'est un peu différent parce que là pour le coup, on n'est pas certain du bilan carbone. Si un jour les consoles physiques disparaissent au profit des services de streaming, le bilan sera-t-il bénéfique ? Pour cela, il faudrait pouvoir prendre en compte l'impact environnemental de la fabrication des consoles, des jeux et de leur transport. Aujourd'hui, nous l'ignorons. La difficulté réside également dans le fait que le physique et le dématérialisé cohabitent. Autre exemple, Netflix. Netflix, à l'origine, c'était de la location de DVD par correspondance. Ils ont su flairer le virage du numérique pour devenir la plateforme que l'on connaît aujourd'hui. Donc quand on évoque les chiffres de la consommation Netflix, il ne faut pas non plus croire que c'est une pure création de dépenses énergétiques. Car lorsque c'était de la vidéo en location, par la poste, on a aussi la fabrication du support physique, le disque, puis l'empreinte carbone du livreur qui vous livre le disque, et ensuite il fallait renvoyer ce disque à Netflix. La disparition des vidéoclubs, c'est le même phénomène. Je ne dis pas que c'est positif, mais on ne prend plus sa voiture pour aller chercher un film par exemple. C'est donc très complexe, et on n'a pas toutes les données pour savoir si cela a des bénéfices ou non par rapport au précédent modèle économique. Ce qui est certain, c'est que cela consomme de l'énergie et de plus en plus, notamment car il y a aussi des clients qui regardent des films en 4K. Pour finir, je voudrais également vous parler d'une initiative intéressante qui permettrait de réduire l'empreinte carbone des data centers. En France, certains data centers ont été imaginés et installés afin que la chaleur générée puisse chauffer l'eau d'une piscine, voire de logements. Cette piscine parisienne que vous voyez ici, par exemple, elle est chauffée toute l'année à 27 degrés. On va donc compenser intelligemment la dépense énergétique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis bien sûr à très bientôt sur les internets. Depuis le début de ce contenu, c'est 8500 heures de vidéos qui ont été ajoutées sur YouTube dans le monde entier.